La question qui fait problème, ou bien le problème de fond, réside au niveau de savoir, est-ce que le fait qu'un militant, pour prendre le cas d'espèce... Oui, le cas d'espèce de dimanche. Ouais. Tchapi Lavoisier quitte le SDF pour... Est-ce que Tchapi est encore au SDF? Il faut dire la chose. En réalité, il continue de rester au SDF jusqu'à l'achèvement de son mandat. Comment ça? Oui, parce qu'il ne peut pas avoir un double statut. Mais Tchapi est encore militant SDF? Bien sûr, je prends un exemple. Je vous prends un exemple, c'est jamais le RDPC a 153 députés, je crois que c'est ça, non? 153. Oui. 153 députés. Oui, ça c'était au début de la mandature. Oui, il y a eu des décès. Donc c'est un peu moins maintenant. Ouais. Alors, tous les 153 membres du député du RDPC démissionnent. Ils vont au MRC. Est-ce que le président Paul Biya sera candidat? Raisonnons par l'absurde. Raisonnons par l'absurde. Donc cela veut dire quoi? Serge alors, et je le répète à l'endroit des Camerounais, le mandat impératif n'a rien à voir avec tout ce qui concerne l'éligibilité de la fonction présidentielle. J'ai écouté mon similaire collègue de Tchad, Moïse Tinchen, avec lequel on s'est séparé il y a presque 1 heure. Et j'ai de l'admiration pour lui parce que c'est un privatiste, mais qui vient surfer dans le domaine du droit public. Pour ça, il faut lui en reconnaître gré de cette compétence. Mais je dis ceci. L'article 15 qui parle du mandat impératif reste dans la logique de la protection, d'une double protection de l'élu, c'est-à-dire l'élu lui-même et le mandat qu'il exerce. Cela ne lui donne pas la possibilité de conférer des droits au parti vers lequel il adhère désormais. C'est la raison pour laquelle je vais vous dire, et ça, si j'avais été Joshua aussi, j'attaquerais sur le plan du droit Tchapi Lavoisier, Nietzsche, pour détournement du patrimoine du SDF. Parce que l'élu n'est pas seulement l'élu, il part avec tout un programme, c'est le parti qu'il a investi. Et on est condamné à rester dans une formation politique. Écoutez, c'est une voie que j'ouvre sur le plan du contentieux. Mais Tchapi a été exclu, je crois. Il a été exclu. Tchapi a été exclu. Non, il y a deux. Tchapi. Il faut considérer deux choses. Oui. S'il a été exclu, là ça se comprend. Mais s'il ils ont été exclus, les deux vont encore vous avancer. Donc là, en réalité, et même s'il démissionne. Non, s'il démissionne. Mais même s'il démissionne, il y a le cas Douala 4e, l'élu SDF qui avait démissionné. C'est ce que je dis, je vous dis. Est-ce qu'on est enfermé dans un s'il est exclu, non, s'il est exclu, il n'y a pas de problème. Même si on démissionne, est-ce qu'on est obligé? C'est une probabilité, c'est-à-dire que le leader du parti peut ouvrir un contentieux sur le détournement du patrimoine du SDF. Ça, c'est une ouverture contentieuse qui est imparable. Et c'est la raison pour laquelle, Serge Alotou, la transhumance politique ne doit pas être considérée comme une action visant à créer le désordre dans l'État. Je prends un autre exemple aujourd'hui, Serge Alotou. Imaginez-vous donc que le RDPC est vidé, je venais de prendre l'exemple, de tous ces députés. Le président Paul Biya va-t-il encore mettre sa candidature? Ça, je voudrais que les uns et les autres répondent. Donc, pour dire que le fait qu'on mette FCC, et ça je parle devant le député à l'Assemblée nationale, devant on met... non, on met pas les formations politiques. On met honorable Nignité point. Ce sont juste vos... Voilà, Masson m'a dit la dernière fois ici que on a mis FCC devant son nom. Non. C'est le nom, sur le chevalet. Oui, même si les chevalets, c'est une défaillance du Parlement si on fait une telle chose. Parce que le FCC n'a pas initialement pris part aux votations de ce pays. Donc on ne peut pas mettre cela. C'est une défaillance du Parlement et je parle devant le contrôle, sous le contrôle de Maud. Si ça se fait, c'est une défaillance du Parlement camerounais. Ok, voilà. D'abord, Maître Chekali, sur ce débat déjà, vous êtes concerné au premier chef, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Est-ce que ce qui s'est passé à Bafoussam dimanche dernier, vous dites que bon, vous avez des élus, et ces élus-là confèrent au MRC d'investir le professeur Kamto comme candidat à cette élection? Serge Alain, d'éminents professeurs se sont prononcés sur la question. Oui. Aujourd'hui, nous avons entendu le professeur de Tchang. Nous venons d'entendre le professeur Louison Essomba.
à qui je profite pour renouveler mes félicitations pour son passage au grade. Mais je ne vais pas, peut-être je vais décevoir beaucoup de téléspectateurs, mais je vais parler en langage simple. Justement. Je veux que vos téléspectateurs à Dogamaoundé, à Dogba ou à Djidoma comprennent une chose. Ce débat sur le mandat impératif, le mandat représentatif, je vous jure, personne ne maîtrise ce débat plus que les gens du RDPC. Personne ne maîtrise ce débat plus que les gens du RDPC. Le plus petit président d'une sous-section connaît la vérité. Mais pour qu'on ne dise pas que je parle par ellipse, je vais vous expliquer d'où vient cela. Lorsque le multipartisme arrive, le RDPC perd les élections locales. Le RDPC n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Et le RDPC décide donc de débaucher les parlementaires des partis d'opposition. Parce qu'à l'époque, on était sous l'emprise de la Constitution de 1972. Mais le chairman Frundi, qui tenait d'une main de fer, le SDF, avait le redoutable article 8. Dès que vous ne vous conformez pas à la discipline du parti, vous êtes exclu. Et dès lors que vous étiez exclu de votre formation politique, vous perdiez votre mandat. C'est-à-dire, vous êtes député, vous démissionnez de votre parti politique, ou bien votre parti politique vous exclut, vous perdez votre mandat de député. Parce qu'à l'époque, on était sous le régime du mandat impératif. Je ne vais pas trop m'attarder et je vais parler sous le contrôle de l'honorable Mott, qui est député. Il y avait Moukouri, Madame Dando et Moukouri Manga qui ont perdu leur mandat parce qu'ils avaient été exclus ou ils avaient démissionné de leur formation politique. À l'époque, le Cameroun était sous le régime du mandat impératif. Vous perdez la confiance du parti politique qui vous a investi, vous perdiez votre mandat. Maintenant, en 1996, le Cameroun procède à une timide révision constitutionnelle et on passe donc du mandat impératif au mandat représentatif. Il y a une césure. On quitte du mandat impératif de la Constitution de 1974 au mandat représentatif de 1980, de la Constitution de 1996. Parmi les auteurs, c'est lui qui a le mieux défini ce que c'est que le mandat représentatif, c'est Condorcet. Il disait que le mandat représentatif, c'est la mandature du peuple. Je ferai ce que je croirais au mieux des intérêts du peuple, pas ce que le peuple pense. Il dit, mon indépendance absolue envers mes électeurs est le premier devoir du mandat représentatif. Absolument. Autrement dit, et je réponds au professeur Essomba. Vous avez posé une question tout à l'heure en disant si tous les élus du RDPC démissionnent, est-ce que Biya ne pourra pas se présenter? Mais si tous les élus du RDPC démissionnent, Biya ne se présentera pas. Le président Biya. Ah bon? Oui, je dis absolument. La loi a dit, il faut être investi par un parti politique représenté. Non, on n'a pas dit ça. On dit ayant des représentants. Donnez-moi le code électoral. Il n'y a que toi qui me compares le contraire. On a dit, on dit ça. article 1er, soit investi par un parti politique. Et l'alinéa 2, on dit le candidat investi par un parti politique non représenté. À l'Assemblée, oui. Maintenant, il faut raisonner à contrario. Ça veut dire le candidat investi par un parti politique représenté à l'Assemblée. Non, c'est bien ça. La formulation de la loi est le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale.
virgule, au Sénat, virgule, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal, doit remplir les conditions prévues à l'alinéa 1. Vous comprenez? Autrement dit... Pour les candidats indépendants. Non. Oui, oui. Non. Oui. Non, je vous explique. Ça veut dire quoi? Si vous êtes investi par un parti politique, réalisez pour que tous vos téléspectateurs moi, je ne veux pas. Disons que Je ne veux pas qu'on dise que j'ai tronqué le texte. non, tu n'as pas tronqué. Autrement dit. Il a une lecture particulière de cet article-là. Qui a une lecture particulière? Non, c'est Jaleng autour. C'est pas Ça toi, veut dire c'est pas quoi? vous. Ça veut dire, vous avez le choix. Soit vous êtes candidat indépendant et vous présentez les 300 signatures, Oui. soit vous êtes investi par un parti qui est représenté soit au Sénat, soit à l'Assemblée, soit Les chambres consulaires. dans les chambres consulaires, et ainsi de suite. Or, les gens veulent vous faire croire que si un parti politique est créé après les élections, ils ont un parti politique créé en 2025, et que des élus en 2020 adhèrent à ce parti, ça ne compte pas. Parce qu'en fait, c'est ça le nœud du débat. Ou bien ils vous disent que les partis politiques qui ont boycotté les élections de 2020, Oui. même si ces partis accueillent des gens Les qui élus. avaient été élus en 2020, Cela va de soi. Sanction. ça, professeur Essomba, vraiment, le droit, c'est mathématique. En première année de capacité, on dit il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. Vous le savez? Bien sûr. Du coup, dans cet article 121 ou bien dans n'importe quelle disposition de la loi électorale, est-ce qu'il y a un endroit où la loi a dit qu'il faut distinguer entre les sénateurs nommés comme l'IPC, Oui. puisque l'IPC peut présenter un candidat, Oui. alors que l'IPC n'a pas sénateur participé. nommé. Non, N'a pas l'IPC participé. n'a pas participé aux élections de 2020. Non, Non, écoutez. Non, je fais une précision. c'est pas une question, Est-ce que c'est un a participé constat. à ce scrutin? Non, ne les laissez pas m'étouffer. Allez, Serge Jaleng, non, je laissez- laissez parler. Oui. Non, il y a l'honorable qui ne s'est pas encore exprimé. Oui, mais parce que L'IPC n'a pas participé aux élections. élections de 2020. Mais l'IPC a un sénateur Nommé. nommé. Le président de la République. Mais on nous dit que l'IPC peut investir. Le MRC a boycotté. Et nous sommes fiers de ce boycott-là, les élections de 2020. Aujourd'hui, nous avons les élus, comme on dit au quartier, soc-soc. Maintenant, je défie qui que ce soit de me dire. Les élus investis par votre parti. C'est justement ça le sens du mandat représentatif. Non, Je défie. non. Je défie qui que ce soit de me montrer une disposition de la loi qui distingue entre les élus qui ont démissionné d'autres partis politiques ou bien les élus que nous avions investis. Ok. Est-ce que les gens qui... Tout à l'heure, M. Essomba a dit quelque chose de vraiment scandaleux. Lorsque les députés des autres partis politiques, l'UNDP ou bien du SDF, démissionnent et qu'ils partent dans les RDPC. Pourquoi est-ce que ces partis n'ont pas poursuivi les démissionnaires? C'est parce que nous ne sommes pas sous le régime du parti unique, c'est-à-dire le régime du mandat impératif. Non, Ok. monsieur, il y a Permettez l'honorable. Honorable, justement. Vous restez convaincu que le MRC ne peut pas investir le professeur Maurice Kamto en l'état actuel des choses, après ce qui s'est passé à Bafoussam dimanche dernier. J'ai failli vous dire que ce débat ne me concerne absolument pas. Il ne concerne pas absolument le RDPC parce que le RDPC entend traiter des principes généraux, des règles qui nous régissent, qui régissent notre société. On n'a pas besoin de s'attarder sur des cas personnels. Et pour pouvoir dire, effectivement, pour revenir sur un cas personnel, puisqu'on voit très bien qu'il y a une visée sur ce que le destin d'un parti politique de manière précise, je dois vous dire qu'en ce qui concerne nous dans le RDPC, nous attendons toutes les formes de candidature en sachant que, au-delà du fait d'être représenté à l'Assemblée nationale ou dans une instance qui a été indiquée par le code électoral, il y a toujours mille et une possibilités. Donc toutes ces candidatures-là, supposées ou réelles, aujourd'hui nous les attendons.
La deuxième chose également, c'est que nous ne sommes pas en ce qui concerne nous, le RDPC, nous ne pouvons pas nous ériger en une instance électorale pour pouvoir décréter que telle ou telle personne, en fonction de telle ou telle chose, ne pourra pas être candidat. On laissera le soin. Mais ça, c'est l'honorable qui parle. Attendez, certains de vos camarades s'érigent. Non, écoutez, ça c'est vous. Je suis le RDPC. Représentant de RDPC sur le plateau, et donc, fort de ça, il ne nous appartiendra pas. Il y a deux instances qui parleront de ce sujet-là, qui sont le Conseil électoral et le Conseil constitutionnel. Cela dit, j'ai été très content de venir sur ce plateau aujourd'hui parce que c'est un débat intellectuel qui m'intéresse beaucoup, et vous voyez très bien que, comme même dans votre introduction, vous avez laissé parler des sémillants professeurs, comme ils aiment bien s'appeler, et je peux vous assurer que j'en ai plus ou moins rigolé parce que je vois très bien que dans l'analyse, pour aller droit au but, parce que j'ai vu qu'ils ont pris tout le temps de l'émission, je crois qu'il y a une confusion fondamentale qui est faite entre les conséquences du mandat impératif et également le point de la représentation. Sur le point de la représentation, j'avais également commis à l'endroit, effectivement, là aussi, d'un certain nombre de propos qui avaient été tenus par le professeur Abba Oyono. J'avais commis un article pour lequel j'attends toujours la réponse jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Est-ce que la question qu'il avait posée, est-ce que la notion de représentation, telle que nous l'envisageons, doit être interprétée dans les mêmes conditions que l'on soit dans le domaine commercial, dans le domaine civil ou dans le domaine politique? Ce débat-là mérite d'être tranché, et en tout état de cause, la personne qui tranchera le moment venu, c'est le Conseil constitutionnel qui le tranchera. Et pour cette raison-là, moi, je ne veux pas m'ériger comme en défenseur d'une cause parce que j'ai fait plein de bêtises. Ce problème n'aurait pas lieu aujourd'hui si les gens étaient ancrés dans les fondamentaux de la vie démocratique et avaient fait ce qu'il leur avait été demandé de faire. Et donc, pour cette raison-là, je suis sûr qu'on ne s'entendra pas du tout. Mais je peux vous assurer que fondamentalement, je suis d'accord avec ce que le professeur Isomba a dit tout à l'heure. Les lois ne doivent pas être lues de manière parcellaire. C'est une articulation, une architecture qui se tient. Lorsque vous prenez l'article 3 de la Constitution qui vous dit les partis politiques concourent à l'expression du suffrage, vous ne pouvez pas lire cette disposition-là et ne pas la mettre en perspective par rapport à ce que dit la plupart de l'ensemble des articles, y compris celui que vous avez lu tout à l'heure, l'article 121, qui vous dit que c'est des partis politiques qui représentent. Et d'ailleurs, quand vous vous appuyez pour pouvoir dire, on a dit que les partis politiques représentent, dans toute l'architecture de notre code électoral, vous verrez toujours que c'est les partis politiques qui représenteront. Et tout simplement là, pour pouvoir donc assumer cette fonction-là qui leur a été accolée, qui est celui de concours à l'expression du suffrage. Or, nous arrivons ici à un débat qui nous met en face par rapport à notre propre citoyenneté. Et c'est pour ça que j'envisage que l'article 121 est une forme de sanction. Vous êtes un parti républicain, il y a la Constitution qui vous impose un certain nombre de fonctions, vous devez les remplir, mesdames et messieurs. Dès lors que vous ne les remplissez pas, on en tirera les conséquences nécessaires. Et donc, pour cette raison-là, article 121, on vous dit effectivement, quand vous n'avez pas de parti représenté à l'Assemblée nationale, vous ne pouvez pas être candidat, sauf si vous prenez d'autres artifices, notamment en recourant aux 300 signatures. Et après cela, le débat devait s'arrêter. J'entends tout à l'heure le professeur dire cette loi-là, cette disposition serait inconstitutionnelle. Pas du tout. C'est le même article, je n'ai pas la Constitution sous mes yeux, qui renvoie ces problèmes de réglementation-là à une loi particulière, à partir déjà au niveau de la Constitution, qui dit, et d'ailleurs, il me semble très bien, parce que là, quand vous commencez à envisager les disciplines, vous dites vous n'avez pas le droit de toucher à ça. De mes connaissances primaires que j'ai de la constitutionnelle, tête de loi, c'est deux choses qu'on regarde, des critères. Est-ce que ça remet en cause les droits fondamentaux des citoyens? Première chose. Deuxième chose, est-ce que la disposition qui a été prise concourt à déséquilibrer les pouvoirs tels que nous les connaissons, à savoir le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Dès lors que ces conditions-là ne sont pas remplies, on ne peut pas parler de la constitutionnelle en la matière. Et donc, pour cette raison-là, je crois sincèrement qu'il faut attendre tout simplement que le Conseil constitutionnel définisse ce qu'on entend par représenter. Je voudrais résumer. L'article 3
de la Constitution dit concours au suffrage universel. Et une des conséquences de cet article-là, on soumet à une approbation préalable d'une candidature à l'acceptation d'un parti politique. Par ailleurs également, puisqu'on parle de mandat de représentation, dans la vie publique, nous avons plusieurs formes de représentation et plusieurs formes de contrats que nous concluons. Il y a des points de forme qui vont certainement se poser. Par exemple, lorsque vous avez envie de vous marier, vous allez parler de vous marier devant l'évêque, vous allez devant une instance qui est appropriée, qui va recueillir l'ensemble des consentements des époux, qui est de dire est-ce que vous voulez vraiment consentir que vous voulez vous marier, vous allez oui, monsieur le maire. De la même façon que pour un certain nombre d'actes également, il y en a que l'on pouvait faire sous seing privé, c'est-à-dire que pour des sommes, des petits contrats, vous pouvez le faire sous seing privé, on admettra. Mais à partir du moment où ça dépasse un certain montant, une certaine valeur, on va vous dire que vous devez certainement faire un acte authentique pour cela. Et il y a des contrats qui sont soumis à des actes authentiques. Dans le cadre de cette représentation-là, tout au l'air, qui mérite d'être définie par le Conseil constitutionnel, il y a un formalisme auquel on ne peut pas échapper. À quel moment est-ce que le consentement est censé être formé? Et à quel endroit ce consentement-là est exprimé? Le consentement, de mon point de vue, est exprimé auprès de l'autorité électorale à partir du moment où on commence à poser des dossiers de candidature. Et il me semble qu'on ne peut pas le mettre ailleurs. La personne qui dit effectivement j'ai démissionné d'un parti et que je suis parti me réfugier dans un autre parti, à quel moment là ce consentement-là a été établi? Il ne sera établi qu'à partir du moment où, en début de processus, il y a un candidat qui va vers un parti politique pour être adoubé par ce parti politique-là et que le parti politique prenant le dossier en charge le présente à l'ECAM pour pouvoir dire voilà mon candidat. Hors de ce cadre-là, il n'y a pas une expression de consentement qui soit envisagée. Et donc, quand on dit effectivement le mandat impératif est nul et que par conséquent également c'est le mandat représentatif, et d'ailleurs vous verrez très bien que dans cet article que j'arrache entre vos mains, même l'un des plus grands défenseurs qui est Abba Oyono, il a évolué dans le sujet. Qu'est-ce qu'il dit? Il en résulte des dispositions qui précèdent que la Constitution a clairement institué le mandat représentatif. C'est le mandat, c'est la représentation nationale du député et donc, ainsi de suite. Et donc, il reconnaît qu'en réalité, quand on parle de mandat impératif, il ne s'agit pas nécessairement des rapports entre l'élu et le parti. C'est tout simplement lui donner une compétence pleine et entière, de telle manière à ce qu'il ne soit pas sujet à des pressions de groupes d'individus, même y compris en dehors même de son propre parti. Et donc, cette confusion-là qui est faite, c'est elle, effectivement, qui brûle le débat. Mais si vous extirpez cette confusion-là, vous verrez très bien qu'il y a une harmonie entre l'article 3 de la Constitution qui doivent concourir au suffrage, à l'expression du suffrage et l'ensemble des autres articulations qui disent que chaque fois qu'il y a une candidature qui se profile à l'horizon, c'est un parti politique qui doit le présenter. Honorable Mout, on va rester à l'Assemblée nationale pour sortir du double scrutin de février 2020. C'était 8 partis politiques. Oui. Ça n'a pas changé? Oh, je crois que ça n'a pas changé. Et le FCC? Il conserve son mandat, mais pour le moment, il est considéré, si vous pouvez me permettre l'expression, il est non apparenté. C'est-à-dire qu'il n'appartient à aucun parti politique. Absolument. FCC? Non, il n'appartient à aucun parti politique. Absolument pas. Oui, professeur Tintouin? Professeur Tintouin n'est pas revenu? Je crois qu'il s'est fatigué. Oui. Oui. Mais c'est quand même... Il faut que les Camerounais comprennent que ces débats-là, je l'ai dit au tout début de mon propos, c'est les gens du RDPC qui entretiennent ça. Est-ce que ce n'est pas grotesque de dire qu'un élu, qu'il soit sénateur, qu'il soit député, qu'il soit conseiller municipal... Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout, clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.